Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Dans 2 jours, le 19e sommet du COMESA touche à sa fin. Pourtant, le budget alloué pour l'organisation de cet événement d'envergure continentale reste encore jusqu'ici inconnu. Une autre grève qui grossit les rangs pour cette année, c'est au tour des 130 polices de marché de hausser le ton concernant la décision de la commune urbaine d'Antananarivo. Mossoul encerclé par les forces irakiennes, kurdes et occidentales, l'offensive a été lancée la nuit dernière. Objectif, libérer la deuxième ville d'Irak des mains des djihadistes de l'organisation État islamique qui l'occupe depuis juin 2014. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle édition du journal télévisé en version française sur Cool TV. Merci de nous rejoindre. À la ligne de l'actualité nationale aujourd'hui, dans une interview qu'il a accordée à Libération Africa 4, le docteur Juvence Ramas, enseignant-chercheur à l'université de Thomas, a mis à nu les divers trafics qui agitent Madagascar. Il affirme que le trafic est maintenu par un hub où l'État joue un rôle au premier plan, des entreprises locales et internationales et des institutions bancaires. Les détails avec Gaëtan Indiatslav. Le docteur Juvence Ramas, enseignant-chercheur à l'université de Thomas, a affirmé qu'il y a une gouvernance criminelle qui s'est installée dans le pays après le coup d'État de 2009. Cela passe du bois de rose aux ébus, corail noir, les tortues, les pierres précieuses et autres. Pour celui-ci, des entrepreneurs de l'insécurité tirent les premiers bénéfices de ces divers trafics, installant Madagascar dans un hub de trafic à l'échelle régionale et internationale. Il s'agit d'entrepreneurs issus des milieux économiques mais également politiques afin d'avoir une autorisation ou alors une protection. La corruption y joue un rôle prépondérant et permet ainsi de bénéficier de la protection d'une partie des forces armées, des gendarmes. Cette économie politique de la dépendance est entretenue par des élites criminelles, entrepreneurs nationaux et étrangers qui en tirent profit, inscrivant ainsi Madagascar au sein d'un hub de trafic autant régional qu'international. En effet, ces derniers opèrent tant à l'échelle locale que nationale, bois de rose aux Comores, Maurice, Chine, Allemagne et États-Unis, pierres précieuses au Sri Lanka, Thaïlande, République démocratique du Congo et Dubaï, zébus, Comores, Chine, corail noir, Chine, trafic d'ossements, etc. En fait, Madagascar constitue un terrain propice au développement d'activités illicites en raison de la faiblesse de ses forces de sécurité, manque d'équipement, volonté des gouvernants et par la porosité des accès à l'île. Nous sommes face à un système économique non régulé où les activités économiques contournent la régulation économique de l'État et n'appartiennent pas à un domaine distinct de l'économie dite formelle. D'après le docteur Juvence Ramas,
Madagascar est inséré dans un hub de trafic à l'échelle régionale et internationale. Dans ce cadre, les divers trafics s'opèrent dans diverses régions du globe. Les quantités d'or qui sortent illégalement de Madagascar sont estimées à 2 tonnes par an et vont principalement à Dubaï, à Maurice, en Asie. Elles passent notamment par les Comores avant d'arriver à Dubaï. Cette place de hub ne peut être maintenue que par un rôle de premier plan joué par l'État, élite politique, justice, forces armées, des ramifications à l'échelle internationale, un fort degré de corruption entretenu par des entreprises locales et étrangères, ainsi que la participation d'instituts bancaires qui facilitent la circulation des flux financiers illicites. Par ailleurs, les campagnes électorales nécessitent désormais des fonds importants et les élites économiques investies dans ces activités criminelles permettent d'alimenter les caisses noires des candidats. Cela est facilité par une loi sur les partis politiques trop vague en termes de financement de l'inexistence de telles dispositions sur le financement des campagnes. La contrepartie de telles manœuvres sera l'accès à certains marchés, une protection pour la perpétuation du commerce. L'ensemble de ces activités ne serait pas possible sans une législation malléable et donc contradictoire et des décisions politiques facilitant et encourageant leur prolifération. De plus, la violence privée, Kadedal, permet le développement de telles activités qui engendrent de substantiels revenus permettant des investissements légaux qui s'apparentent bien souvent à du blanchiment, notamment dans l'immobilier dans la capitale ou alors en investissant dans la vanille. Cette violence illégitime se confond parfois avec la violence publique légitime. L'État voit ainsi son monopole de la violence légitime contesté par d'autres acteurs dans les zones rouges. Bien que Madagascar ait été classé en tant qu'État fragile par la Banque mondiale en juillet 2013 et par la BAD en mai 2014, nous pouvons dire que c'est un Successful Failed State d'après la formulation de Gérard Prunier et Rachel Gisselkist. Dans 2 jours, le 19e sommet du COMESA touche à sa fin. Pourtant, le budget alloué pour l'organisation de cet événement d'envergure continentale reste encore jusqu'ici inconnu. Une partie des éléments des forces de l'ordre et les représentants des participants dénoncent un non-paiement d'indemnités. Par contre, certains dénoncent bénéficier d'indemnités conséquentes. Reportage. Combien de francs malgaches a été alloué à l'organisation du sommet du COMESA et d'où provient cet argent ? Ce sont les questions qui se posent depuis le début du sommet le 10 octobre dernier. Pourtant, l'on observe des véhicules tout-terrain neufs qui filent tout le temps à vive allure sur les axes Tanaivat avec une petite affiche où est écrit COMESA. Qui a acheté ces voitures? Qui a pris en charge les hébergements? Les agents de l'État qui participent à ce sommet gagnent-ils une quelconque indemnité? En ce qui concerne ce dernier point, certains corps bénéficient d'une indemnité conséquente tandis que d'autres n'en reçoivent pas. Dans tous les cas, le mystère reste entier en ce qui concerne le budget exact alloué pour ce rendez-vous économique. Par ailleurs, le sommet des chefs d'État des États membres du COMESA débutera demain. C'est le point culminant de ce rendez-vous où le pays hôte n'aura pas droit à l'erreur, tant du côté organisation que du côté sécurité. Des décisions politiques importantes pour les pays membres sont attendues à l'issue du sommet ainsi que son application réelle. À titre de rappel, en 2015, Madagascar a exporté 3% vers la COMESA, 45% des produits exportés vers l'Europe. Quant à l'importation, 5,6% proviennent de la COMESA, 18% venant de la Chine et 16% venant de l'Union européenne. Le secteur industriel à Madagascar, loin du développement. Pour cause, aucune prise en charge par l'État. Le président du syndicat des industries de Madagascar affirme que jusqu'ici, par rapport à la situation du secteur industriel à Madagascar, le COMESA n'aura aucun impact positif. C'est le reportage de Michela Ranardzon. 15% du produit intérieur brut, 16% de la création d'emplois et 25% des recettes fiscales proviennent des industries malagasy membres du CIM ou syndicat des industries de Madagascar. D'après les explications du président du CIM, même si le secteur industriel reste un secteur porteur au développement du pays, l'instabilité politique demeure un blocage à son épanouissement. Par rapport à la stabilité politique du pays, je vous assure que les investisseurs, même avec de la volonté, ont peur d'investir dans le pays. L'accueil du sommet du COMESA reste une opportunité à l'essor des industries malagasy. Le président du CIM reste pessimiste à ce sujet. Ce sommet n'aurait aucun impact positif au développement économique du pays sans que l'État avance des solutions pérennes.
Il est vrai que le sommet du COMESA est une grande opportunité pour le secteur de l'industrie à Madagascar, mais sans l'aide de l'État, cela rime à rien. Jusqu'ici, par rapport à la situation des industries malgaches, je ne suis pas optimiste à ce sujet. À titre de rappel, le projet de loi sur la loi de l'industrie à Madagascar figure parmi ceux discutés à la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui débutera demain. Jusqu'ici, on compte 71 industries malagasy membres du CIM. Toutes les sociétés d'État peuvent faire entrer entre 300 et 600 milliards d'arrières par an dans les caisses publiques. Mais faute de bonne gouvernance, la majorité de ces sociétés n'arrivent pas à sortir la tête hors de l'eau, a expliqué un économiste. Reportage. Les sociétés d'État jouent un rôle important pour l'économie du pays, mais la plupart d'entre eux n'arrivent pas à sortir la tête hors de l'eau, faute de bonne gouvernance, d'après un économiste. Le problème de ces sociétés d'État comme la Jirama, Air Madagascar et Croma reste la mauvaise gouvernance. Il y a également le clientélisme politique, notamment sur la désignation des responsables. Je vous assure que les salariés de ces entreprises, eux, maîtrisent très bien les côtés techniques. La mauvaise gouvernance, c'est l'ultime blocage. Outre la mauvaise gouvernance et le favoritisme, la corruption empêche également à ces sociétés d'État de produire de bons résultats. Or, elles peuvent faire entrer dans les caisses publiques entre 300 et 600 milliards d'arrières par an. Il n'y a pas de transparence. La loi de finances définit que c'est à chaque fin d'année que nous connaissons les vraies recettes fiscales de l'État. On ne sait pas combien exactement est la somme des dividendes engendrés par les sociétés d'État. Mais comme je vous l'ai dit, cela varie entre 300 à 600 milliards d'arrières par an. Dans les années 90, on comptait environ 146 sociétés d'État. Actuellement, il ne reste qu'une vingtaine, dont 90% d'entre eux sont en mauvaise posture. En principe, les sociétés d'État sont créées pour obtenir de bons résultats et protéger les activités commerciales du gouvernement, de l'interventionnisme, de diverses autorités et du pouvoir législatif. Ce qui n'est pas le cas puisque l'exécutif a une mainmise sur les sociétés d'État qui meurent à petit feu comme la Jirama, Air Madagascar, Sekren ou Krauma. Certaines sociétés comme le Sirama ont même été vendues. Sur un tout autre sujet, une autre grève qui grossit les rangs pour cette année. C'est au tour des 130 polices de marché de hausser le ton concernant la décision de la commune urbaine d'Antananarivo. Une décision liée à leur affectation à Nuspatan sans accord ni consultation des concernés selon les dires de ces employés de la sécurité de la CUA. Cette initiative qui représente la goutte de trop pour ces polices de marché après des années de soumission, selon toujours ces grévistes. Les responsables au niveau de la commune ont la fâcheuse habitude d'écouter les plaintes après manifestation, comme le cas des marchands de Béourirk. Sur le plan international, la bataille pour reprendre Mossoul des mains de l'organisation État islamique a donc commencé. L'annonce a été faite la nuit dernière à la télévision nationale par le Premier ministre irakien. L'offensive pourrait durer des semaines. Entre 3 000 et 9 000 djihadistes seraient encore présents dans la deuxième ville d'Irak. C'est le reportage de France 24. Mes chers compatriotes, chers habitants du district de Ninive, l'heure de la victoire est arrivée et les opérations de libération de Mossoul ont commencé. J'annonce aujourd'hui le commencement de cette opération héroïque pour vous libérer du terrorisme et du groupe État islamique. Et si Dieu le veut, nous nous retrouverons à Mossoul pour fêter sa libération et pour revivre tous ensemble, toutes religions confondues, tous égaux et solidaires. Nous sommes unis pour punir tous les crimes du groupe État islamique et pour reconstruire ce district. Dès les premières lueurs du jour, les colonnes des forces kurdes s'enfoncent en territoire ennemi. À 25 km au sud-est de Mossoul, à travers ces collines désertiques. Nous, on va en finir avec Daesh. Enfin, on l'espère. Ce matin, 4000 peshmerga mènent l'offensive sur cet axe stratégique. Allez, venez les gars, maintenant, faut y aller.
Les blindés ont à peine le temps de prendre position qu'ils doivent déjà riposter à des tirs nourris de mitrailleuses. Un premier peshmerga est blessé. Évacué du front en urgence. Sa blessure est grave. Les forces kurdes, plus nombreuses et mieux armées, progressent malgré tout et atteignent les premières maisons. Une mine vient d'exploser. Ils en mettent partout, sur les routes et dans les champs, pour que nous ne puissions pas avancer. Il faut donc toutes les neutraliser. 3 peshmergas sont ainsi morts ce matin. Quelques instants plus tard, une autre déflagration. Cette fois, c'est une voiture piégée, abandonnée sciemment par Daesh. On les voit par là-bas, ils sont près des maisons au fond du village. 2 djihadistes sont repérés en train de fuir. On les voit sur cette image, s'éloigner à vive allure sur leur moto. Envoyez 2 blindés sur la colline, ils vont les retrouver. Ces 2 fuyards ne seront finalement pas rattrapés. Mais les peshmergas l'assurent, les jours de Daesh dans les environs de Mossoul sont désormais comptés. Dans l'actualité également, en Syrie, aujourd'hui, encore une dizaine de personnes a été tuées par bombardement mené par l'aviation russe sur Alep. Ces frappes ont fait 448 morts dans Alep-Est, dont 82 enfants, estime l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Londres et Paris tentent aujourd'hui, lors d'une réunion à Luxembourg, de convaincre leurs partenaires européens de réagir au plus vite. Mais la tâche s'annonce une fois de plus bien compliquée. Sur les images de France 24. Sanctionner la Russie, une idée qui est loin de faire l'unanimité chez les diplomates occidentaux. Des ministres comme Jean-Marc Ayrault ou encore Boris Johnson l'ont évoqué, mais pour d'autres, il faudrait d'abord envisager d'autres moyens moins radicaux. Je pense que les sanctions ne sont pas forcément la seule solution que peut proposer l'Union européenne. Nous pouvons user de plein d'autres instruments, comme des moyens de pression. Jusqu'ici, aucune solution miracle n'a été trouvée pour mettre fin au bombardement d'Alep. Mais les diplomates européens souhaitent maintenir la pression sur le régime syrien. Il y a de nombreuses mesures que nous proposons pour imposer des sanctions supplémentaires au régime syrien et à ses soutiens, notamment des mesures pour amener les responsables de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. L'instauration d'un nouveau cessez-le-feu est aussi régulièrement évoquée sans pour autant aboutir. Après un week-end marqué par des réunions diplomatiques à Londres et à Lausanne, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne espèrent ce lundi convaincre leurs partenaires de condamner les frappes russes. Mais pour être adoptée, toute nouvelle mesure a besoin de l'aval des 28 États. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle en quelques brèves les points forts de cette édition. Dans 2 jours, le 19e sommet du COMESA touche à sa fin. Pourtant, le budget alloué pour l'organisation de cet événement d'envergure continentale reste encore jusqu'ici inconnu. Le secteur industriel à Madagascar, loin du développement, pour cause aucune prise en charge par l'État. Et enfin, la bataille pour reprendre Mossoul des mains de l'organisation État islamique a donc commencé. L'offensive pourrait durer des semaines. Voilà qui clôture notre journal ce soir. Retrouvons-nous demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.